D'abord, on va aborder les questions de justice salariale pour essayer de vous montrer mon cheminement. On aborde les questions de justice salariale et puis ensuite on arrivera aux questions d'organisation du travail. Donc comment est-ce qu'on fait pour organiser un collectif militant de travail, etc. Sans chef. C'est ça le plan. Quelques points de réflexion pour pouvoir aiguiller notre réflexion ensuite quand on se pose les questions de justice en matière salariale. 5 choses à avoir en tête. D'une part, généralement, on se pose souvent la question, alors c'est plutôt sous le ton de la plainte que ça s'exprime, la question de savoir si on est bien ou mal payé. Est-ce qu'on est bien ou mal payé? Et en fait, cette question de savoir si on est bien ou mal payé, elle peut être déclinée sous 4 angles, en fonction de ce que l'on est, en fonction de ce que l'on fait, en fonction de ce que l'on vaut, en fonction de ce que l'on veut. Okay, donc en fait, on évalue si on est bien ou mal payé en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on vaut, de ce que l'on veut. En fonction de ce que l'on est, c'est la question de la reconnaissance de notre statut. En fonction de mes compétences propres, de mes qualités propres, de ce que je suis, est-ce que j'estime bien ou mal, être bien ou mal reconnu? En fonction de ce que l'on fait, c'est la question de la rétribution de la production. En fonction de ce que l'on vaut, c'est la question de la valorisation marchande des 2 premiers critères, ce que l'on est et ce que l'on fait. Et en fonction de ce que l'on veut, c'est la question du besoin. Est-ce que ça permet de satisfaire correctement ou pas les besoins? Okay. Donc, est-ce qu'on est bien payé ou mal payé en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on vaut, de ce que l'on veut? Et ce qui est intéressant, c'est que suivant notre niveau de rémunération, en fait, on va mettre en avant différents critères pour pouvoir évaluer si on est bien ou mal payé. Pour le dire de manière un peu schématique, mais c'est ce qui ressort des enquêtes d'opinion là-dessus. Quand on est très qualifié et qu'on a un niveau de rémunération relativement élevé par rapport aux autres, ce qu'on va mettre en évidence, en avant pour dire qu'on n'est pas suffisamment bien payé, c'est ce qu'on est et ce qu'on vaut. Alors que quand on est en bas de la pyramide des revenus, ce qu'on met en avant pour regretter une trop faible rémunération, ça va être ce que l'on fait, et la pénibilité du travail notamment, et ce que l'on veut, donc la question de savoir si on peut satisfaire correctement ses besoins. Okay. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête déjà pour essayer d'évaluer un peu ces histoires de bien ou mal payé. Ensuite, deuxième point que je voulais préciser. Là, on va réfléchir sur la justification des inégalités salariales. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on essaye de justifier les inégalités salariales, ça veut dire qu'on valide le fait que la norme, c'est l'égalité. C'est dès lors qu'on s'éloigne de l'égalité qu'il faut pouvoir justifier le fait qu'on s'éloigne de l'égalité. Je prends l'exemple des cakes au citron tout à l'heure. Quand j'ai coupé le gâteau, j'ai fait des parts égales. Si j'avais voulu faire des parts inégales, il aurait fallu que je justifie pourquoi je fais des parts inégales. On part de l'égalité, et ensuite, si on s'en écarte, il faut le justifier. Donc c'est l'égalité qui est la norme, et l'inégalité qui est l'exception, qu'il faut justifier. On peut le justifier, mais il faut le justifier. Troisième point, quand on essaye de justifier les inégalités, on peut s'appuyer sur 3 logiques argumentatives. Il y a la question de la justice distributive, la question de la justice commutative et la question de la justice procédurale. Justice distributive. Le principe, c'est on va s'appuyer sur un principe d'équité. Alors, ce qu'on appelle parfois aussi l'égalité proportionnelle. C'est-à-dire que chacun va obtenir à proportion de un critère qu'on va définir. Chacun en fonction de sa taille, tout ce que vous voulez, on peut trouver plein de critères, certains qui sont vraiment débiles, d'autres qui peuvent être pertinents, mais c'est ça le principe de la justice distributive, à chacun selon la proportion qu'on aura choisie. Ça, c'est la justice distributive. Ensuite, la deuxième logique argumentative, c'est la justice commutative, qui va reposer sur un principe d'équivalence, de stricte équivalence, donc d'égalité stricte, ce qu'on va retrouver dans le marché. Dans le marché, le principe, c'est je paye exactement ce que j'achète. C'est ça le principe. Et enfin, la troisième logique argumentative, ça va être la justice procédurale. Et donc là, le principe de la justice procédurale, c'est si la procédure est juste,
alors le fruit de cette procédure sera juste. Alors je donne 2 exemples pour illustrer. Le test que je fais systématiquement avec mes enfants quand ils doivent se partager un gâteau, il y en a un qui coupe, l'autre qui choisit. Donc, on peut supposer que si c'est pas celui qui coupe qui choisit en premier, alors celui qui coupe va faire un partage strictement égalitaire. Justice procédurale pure, du coup. Quand on doit partager un gâteau entre deux personnes, il y a une personne qui coupe le gâteau et la seconde personne qui choisit en premier. Quelle est la part qui lui revient? Et donc le fait d'avoir cette procédure-là fait que le partage va vraisemblablement être égalitaire, sauf si la personne qui coupe préfère avoir moins. Justice procédurale. Je suis clair? Facile? Bonjour. Un autre exemple célèbre, et un poil plus complexe que mon partage de gâteau avec mes enfants, c'est Le voile d'ignorance de John Rawls. Donc John Rawls, je ne sais pas si vous l'avez toutes et tous, John Rawls en tête. C'est une star, enfin c'était une star, John Rawls, philosophe politique américain. Je dis c'est une star parce qu'en matière de théorie de la justice, John Rawls, il a à peu près la même place que Keynes en économie. Vous voyez Keynes? C'est une autre star, du coup. Depuis Keynes, tout le monde se situe systématiquement par rapport à Keynes. On est soit avec Keynes, soit on est néo-keynésien, soit on est post-keynésien, soit on est contre Keynes. Mais c'est toujours par rapport à Keynes. Donc c'est la figure centrale aujourd'hui en économie. Là, pour la philosophie politique, pour ce qui est des théories de la justice, Rawls, il a la même importance. Tout le monde se situe par rapport à Rawls. Et donc Rawls avait proposé une théorie de la justice qui était intéressante, où il disait, en gros, il faut couper le gâteau, donc il faut partager les biens économiques et sociaux, il faut les partager. Il faut opérer le partage sans savoir quelle est la part qui va nous retenir. Comme si on était derrière un voile d'ignorance. On ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas quelle est notre situation économique, familiale, etc. Et malgré tout, il faut partager le gâteau. Et ensuite, on lève le voile d'ignorance et on voit la part qui nous revient. Et parce qu'on ne sait pas quelle est la part qui va nous revenir, alors John Rawls dit on va couper le gâteau de manière équitable. C'est ça le principe. Donc ça, c'est de la justice procédurale. Okay, la procédure est juste, donc le résultat est juste. Donc c'est les 3 logiques argumentatives qui sont généralement avancées quand on essaye de justifier les inégalités salariales. Justice distributive, commutative, procédurale. 4e point que je voulais poser avant de se lancer dans des discussions. 4e point, quand on parle de justice salariale, la plupart du temps, on regarde vers le haut. On regarde vers le haut et on essaye de regarder si les plus hautes rémunérations sont justifiées. Est-ce que les gagnants de la distribution salariale sont méritants? Est-ce qu'ils le méritent? Ce qui est une manière de voir les choses, mais une manière qui me semble un peu biaisée, dans le sens où on trouvera toujours des raisons de dire « Ah bah ouais, vraiment, un tel ou une telle mérite clairement de gagner autant parce que je ne donne pas plus d'éléments, on en reparlera après. » Mais on trouve toujours des manières de justifier telle ou telle rémunération, même les plus extravagantes. Mais la question qui devrait se poser, ce que j'essaye de faire au tout début de mon livre en inversant la logique, c'est pas est-ce que ceux qui gagnent sont méritants, mais est-ce que ceux qui perdent ont mérité de perdre. En gros, pas se poser la question qui mérite le plus, mais se poser la question qui mérite le moins. Et se poser la question qui mérite le moins, en fait, est vachement plus compliqué. Enfin, parce que ça suppose ensuite de pouvoir regarder les gens à qui on dit, enfin, qu'on estime devoir gagner de moins, à les regarder dans les yeux et leur dire, en fait, vous devez être les perdants de la distribution salariale. Et là, il faut avoir des vrais arguments. Là, il faut pouvoir le justifier. Pourquoi est-ce que certains devraient gagner le moins? En vertu de quels critères, etc. Donc, inverser cette logique habituelle, pas justifier le mérite des gagnants, mais valider l'absence de mérite des perdants, ce qui est chaud. Cinquième point, généralement, quand on parle de justice salariale, on avance toujours des grands principes, tout ça, et puis au bout d'un moment, on se heurte à un contre-argument qui consiste à dire bah oui, mais c'est pas possible. Donc,
admettons, dans l'idéal, ça pourrait être bien d'avoir tel ou tel type d'inégalité salariale justifiée par tel ou tel critère, mais on n'est pas dans ce monde idéal, donc il y a un principe de réalité, il y a un principe d'efficacité, et donc on fait souvent des allers-retours comme ça entre le juste et l'efficace. Cet aller-retour entre juste et efficace, ou plutôt cet efficace qui balaye le juste, est un argument commode pour éviter d'avoir à se reposer ensuite la question de la justice. Là, dans l'exercice qu'on doit faire là cet après-midi, il faut garder en tête toujours la question de la justice. Donc réussir à faire le tri entre le possible et le souhaitable et voir ce qui bloque dans le souhaitable, enfin en quoi le possible bloque le souhaitable et voir si on peut lever ce blocage. Ok. Donc ça, c'est les 5 points qu'il faut avoir en tête. Donc ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on veut, ce que l'on veut. La question de l'inégalité comme principe, de l'égalité comme principe, l'inégalité comme exception, les 3 logiques argumentatives, justice distributive, commutative, procédurale, qui doit gagner le moins, qui mérite de perdre, pour le dire autrement, et distinction entre souhaitable et possible. C'est bon pour tout le monde? C'est l'étude d'un think tank britannique qui s'appelle la NEF, pour New Economics Foundation, qui a publié un rapport donc, en 2009 qui s'appelle A Bit Rich, qui est disponible gratuitement sur Internet. Et en fait, dans ce rapport, ils évaluent la contribution sociale de 6 professions différentes. On peut faire le test pour voir si vous arrivez à les classer. Je vous donne les professions. Alors, je vais essayer de le faire par ordre alphabétique pour ne pas vous influencer. Je me les écris pour pas... Ah, ça va pas marcher. Je vais vous donner... Non, je vois tout de suite l'ordre alphabétique. Tac. Ok, alors je vous les donne. Nous avons un cadre dans la publicité. 0. Si seulement. Un cadre dans la publicité, un agent d'entretien en milieu hospitalier, un agent de tri des déchets, un gestionnaire de fortune, un banquier à la City, à Londres, et une auxiliaire de puériculture. 6 professions. Et le jeu est de classer ces professions par ordre d'utilité sociale. Et par ordre de revenus, on peut faire une deuxième colonne. Exactement. C'est l'inverse. Exactement. Les redire tout ça, mon gars. Je peux les redire. Donc j'ai dû commencer par le cadre dans la publicité. Ensuite, j'ai dû vous dire agent d'entretien en milieu hospitalier. Ensuite, agent de tri des déchets. Gestionnaire de fortune. Banquier à la City et auxiliaire de puériculture. Ah, la City, quoi. À la City, ouais. Alors, je précise que le rapport a été publié en 2009. Ah, ça peut être un indice. Publié par qui déjà, tu pourrais dire? La NEF, New Economics Foundation. C'est quoi les critères, justement? Alors, je n'en dis pas plus, parce que ça fera partie de notre réflexion collective ensuite. Là, ouais, je vous laisse 23 secondes pour faire le classement de ces 6 professions par ordre d'utilité sociale. D'accord, c'est les 6 les plus utiles ou c'est les 1 les plus utiles? Un les plus utiles. Un les plus utiles. Ouais. Il peut y avoir des ex-échos. Il peut y avoir des ex-échos, oui, si vous voulez. Non, bah attends, sur 6, essaye. Tout ça, c'est l'intérêt, c'est arrangé. Vous trouvez la différence entre un mec de la City et un Oui, parce que c'est encore plus. donc qui est le plus utile, le moins utile socialement, quoi. Ouais. Ça se joue à pas grand-chose là. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Bah, oui, bon, dans ce cas-là, on ne fait pas l'exercice.
C'est de 1 à 10 De 1 à 6. À 6. Non, oui, mais quand il y a des ex-aequo. Oui, enfin, Ça, ça change. il t'en manque un, Nathalie? Agent de tri des déchets, gestionnaire de fortune. Agent d'entretien en milieu hospitalier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Qui est-ce qui veut proposer son classement avant de se lancer dans une foire d'empoigne? Moi, je veux bien. Ouais. Valérie, c'est parti. Moi, j'ai mis ex-aequo en numéro 1, agent d'entretien en milieu hospitalier, agent de tri des déchets et auxiliaire de puériculture. Et j'ai mis en 6 ex-aequo, cadre de gestionnaire de fortune. Alors moi j'ai fait un vrai tri. Ah, J'ai mis en 1 agent de tri des déchets, 2 auxiliaires de puère, 3 agents d'entretien d'hôpital, 4 gestionnaires de fortune, 5 banquiers à la cité, 6 cadres publicitaires. ok. Je te vois dodeliner. J'ai pas ton prénom? Mathieu. Mathieu? Mathieu, qui est notre conférencier de demain après-midi. Ah, On va gesticuler. très bien. Auxiliaire, donc l'auxiliaire de culture, l'agent d'entretien dans les hospitaliers, agent de tri des déchets, le banquier en 4, le cadre de publicité en 5 et le gestionnaire de fortune en 6. Presque pareil. Ouais. J'ai juste 5 et 6 et j'ai 5 et 6 j'ai. Du coup, c'est la réponse qui est donnée effectivement par la nef. Alors sur les 3 premiers, à l'arrivée, ça se joue vraiment à 3 fois rien. Du coup, on peut se dire que c'est équivalent de les mettre sur la première place. Ça peut s'entendre. Par contre, pour les 3 derniers, il y a des différences. En gros, je vous donne les ordres de grandeur, et puis ensuite on reviendra plus loin sur les modalités de calcul. Mais en gros, le raisonnement, c'est que l'agent d'entretien, l'agent de tri des déchets et l'auxiliaire de puériculture font partie des moins bien payés. Et pour chaque euro gagné, ils et elles vont générer entre 7 et 12 euros de richesse pour la collectivité. 1 euro gagné, 7 à 12 euros générés pour la collectivité. Alors que de l'autre côté, vous avez donc le cadre dans la publicité, le banquier et le gestionnaire de fortune, qui, alors du coup, quand je parlais de cadre dans la publicité, Anouk disait 0. À l'arrivée, en fait, c'est négatif. Donc, en fait, ce que montre cette étude, c'est que pour chaque euro perçu par ces différents métiers, il y a entre 7 et 47 euros qui sont détruits pour la collectivité. Donc ça, c'est une autre étude qui est intéressante pour essayer de montrer qu'il y a une déconnexion entre utilité sociale et niveau de rémunération. De fait, les 3 métiers, les 3 professions les plus utiles sont les 3 les moins bien payés de ce panel de 6 professions. Pour réussir à obtenir ce genre de résultats. Oui, je sais exactement comment ils l'ont fait, mais je n'en dirai rien pour le moment, parce qu'il y aura au moins un sous-groupe qui se penchera sur cette question. Donc ça, c'était le deuxième élément, pour constater qu'il y a une déconnexion entre utilité sociale et niveau de rémunération. Donc David Graeber, qui a aussi travaillé sur les questions, et puis le rapport de la nef, c'est aussi sa conclusion, c'est de dire qu'il y a une relation inversement proportionnelle entre niveau d'utilité sociale et niveau de rémunération. Plus on est inutile, plus on est payé. Plus on est utile, moins on est payé. Ça me semble être une conclusion un peu rapide, mais au moins, l'intérêt de cette étude, c'est que ça montre que, à minima, il y a une décorrélation entre niveau d'utilité sociale et niveau de rémunération. En gros, pour le dire autrement, l'utilité sociale n'est prise en compte à aucun moment dans la détermination des salaires. Et la question qui est posée, c'est est-ce que c'est juste ? Et dernier exemple, alors que je cite dans le livre, alors je relate une discussion, alors que j'emprunte à une journaliste qui s'appelle Clémence Le Sac, une discussion entre 3 copains, enfin 2 copains et une copine, qui décident de braver le tabou du salaire dans notre société et de se dévoiler les uns les autres leur salaire. C'est des jeunes diplômés, et donc ils se dévoilent leur salaire, et là il y en a un qui s'aperçoit qu'il est nettement moins bien payé que les 2 autres. Lui a fait un bac plus 5 en droit, les 2 autres ont fait un bac plus 5 en école de commerce. Lui travaille dans une ONG, et les 2 autres ne travaillent pas du tout dans une ONG. Et
Et donc, du coup, il dit, en fait, bah, c'est scandaleux, vous êtes payé 2 fois plus que moi, alors que j'ai un bac plus 5 en droit, donc c'est pas juste. Et les autres lui répondent, bah oui, mais toi, tu changes le monde. Et donc, en fait, ça permet d'illustrer le fait que, là aussi, l'utilité sociale ne paye pas. L'utilité sociale ne paye pas, ou pour le dire autrement, l'absence de sens des emplois, ça doit être payé. En fait, pour accepter, en gros, ce que disent, en creux, hein, les deux copains qui essayent de se défendre, enfin, de justifier leur niveau de rémunération, c'est, en fait, toi, tu as la chance de faire un boulot qui a du sens. Nous, on n'a pas cette chance. Donc, il est logique qu'on soit beaucoup mieux payé que toi. Et donc, ce qui permet donc, de se dire, effectivement, l'utilité sociale, dans ce contexte-là, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Graeber, parce que c'est David Graeber qui l'a mis en évidence, notamment autour des bullshit jobs. Dans ce contexte-là, à l'évidence, l'utilité sociale ne peut pas payer. Et c'est la vacuité qui peut payer. Ok. Donc ça, c'était juste... On parle de compensation, en fait. Ouais, exactement. Et je ne vais pas développer là, mais du coup, c'est exactement l'inverse qu'on trouve dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Enfin, c'est comme ça qu'on va justifier les niveaux de rémunération plus faibles dans le champ de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on dit, en fait, les salariés de l'économie sociale et solidaire ont un emploi qui a du sens, et c'est exactement ce que dit Simon dans le titre de son livre, puisque c'est pour la bonne cause, alors on va accepter des conditions de travail et des conditions de rémunération qui sont dégradées par rapport au reste du marché du travail. Donc tout ça pour dire que... Pareil pour les métiers de vocation. Exactement. Donc la question, c'est Anne Preston qui a mis en évidence ça aux États-Unis. Donc c'est la motivation intrinsèque des salariés, le fait que j'adhère à mon travail, je sais pourquoi je travaille, etc. Et je suis motivé par mon travail, me permet de faire des sacrifices, de faire ce qu'il appelle un don de travail, une forme de travail gratuit, un bénévolat pour une partie de mon temps de travail. Alors que si je ne suis pas motivé intrinsèquement, je vais chercher des motivations extrinsèques, notamment le salaire, les à côté, etc. Donc tout ça pour dire que l'utilité sociale pourrait tout à fait être un critère de justification des inégalités, mais aujourd'hui, elle n'explique en rien les inégalités, ou alors à rebours. Ok ?